On va partir en Guyane. Je vais vous présenter partie du travail que je fais depuis des années en Guyane, sous la forme d'un film. Un film de 25 minutes, une fiction, qui a donc été tourné avec le village Djouka de Saint-Laurent du Maroni. Et pour commencer, je vais juste lire un très court poème. C'était pas prévu, mais bon, vu qu'il y a eu beaucoup de poésie aujourd'hui, c'est un poème qui est un peu en réponse à des poésies, des poèmes des paroles qui ont été dites pendant ces 2 jours. Alors, il se trouve qu'en Guyane, je travaille à la fois sur le fleuve Maroni et à la fois sur le fleuve Oyapock. Donc sur le fleuve Maroni, je travaille avec les Djouka, et sur le fleuve Oyapock, je travaille avec les Téko. Téko qui sont une ethnie amérindienne. Ils sont plus beaucoup, ils sont 500. Donc ils sont vraiment, comme on dit, en voie de disparition culturellement et en termes de population. Et donc, j'avais écrit ces poèmes qui sont dans mon dernier recueil qui s'appelle Les Magnétites, en lien à mon travail avec les Téko. Donc, voilà, c'est pour invoquer la Guyane. Et puis après, avec ce film-là, on repartira sur l'autre rive qui sera le Maroni. Mercure, vif argent, lente pagaie de sang, ramures aux 1000 os, devenus estomacs de murène, les Guyanes. Les voilà, la poudre aux yeux, élancée par la croix vénale, ensemencée de prison et de désert, d'un défaut d'empathie du divers. Des lois corruptives des lianes prirent d'assaut l'antique peuplement des troncs, par la vérole venue des caravanes atlantiques. Débarqués en hache, la canopée les tomba. Un homme frappe, talon sur terre. La poussière levée devient peau, c'est un pot rouge. Il tient dans sa main colère un bâton de vertèbre dont la moelle est l'air. Sa moelle est l'eau quand il le trempe dans le ruisseau, colère quand il le brandit en l'air. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. On a préparé des choses à dire de notre côté, mais bon, voilà, l'idée c'est qu'on discute, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà ? Merci, c'était vraiment très très bien. J'ai bien aimé ton image, plein de choses. Bref, j'avais plusieurs questions. Est-ce que c'est le même comédien que tu as fait jouer dans d'autres films ou... Non. Non, d'accord. Non, là, la particularité de ce film-là, c'est que, comme je vous ai dit en introduction, c'est qu'on a vraiment travaillé donc avec le village de Saint-Jean, et on a travaillé avec des non-professionnels, enfin des gens du village, et à part le comédien qui joue le propriétaire. Et l'huissier aussi a plus de formation parce qu'il a fait du théâtre à Cocolampo, qui est la scène nationale de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais il fait partie, enfin, il est quasiment du village, il habite juste à côté. Donc voilà. Et j'avais une autre question, rentrer dans le deep. Qu'est-ce que ça fait toi, en tant que personne blanche, de faire un film comme ça ? Est-ce que tu parles la langue ? Alors, est-ce que, c'est quoi tous les enjeux dans ce film ? Il y a énormément d'enjeux dans ce film. En fait, je pense que l'enjeu, comme tu dis, il est là. Enfin, il y a le film et puis il y a la manière dont le film a été fabriqué, qui est pour moi quasiment plus important que le film, en fait. C'est-à-dire, c'est cette question, effectivement, comment on travaille sur un territoire colonisé quand on est blanc et quand on vient de France, et quand on travaille avec les Djouka, donc qui sont des descendants de marrons. Hein. Les Djouka, le groupe Djouka, il a marronné aux environs de 1710. Donc c'est un très très vieux groupe marron. Il fait partie donc du groupe Bushinangé, qu'on appelle les Bushinangé, hein, qui regroupe les Sahamaka, les Mataiwai, les Kwinti, les Djouka, les Aluku et les Pahamaka. Voilà, les Djouka étant le groupe le plus important en termes de volume en termes de population, et les Bushinangé, on est autour de 120 000, 150 000 personnes. Donc voilà, et ce sont tous des descendants de marrons.
qui au départ était au Suriname. Donc voilà, je vous ai mis la carte Google Earth pour vous aider un peu, parce que les gens ne sont pas tout le temps familiarisés avec la Guyane et le Suriname. Et donc voilà, les Bushinangais, c'est un marronnage qui est parti du Suriname. C'est d'abord les Saramaka, le premier groupe, après ça a été les Djuka, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a eu les Matawai. Non, il y a eu Saramaka, Matawai, Djuka. Et donc, voilà, et ils ont commencé à venir en Guyane française, surtout à partir de à part les Aloukou qui ont une histoire différente des autres groupes, parce que c'est les seuls qui n'ont pas signé de traité de paix avec les Hollandais. Il faut savoir que les Bushinangais sont un des rares peuples qui a gagné une guerre coloniale contre les Hollandais. Et donc ils ont obligé les Hollandais à signer un traité de paix, en fait, au XVIIIe siècle, au mi-temps du XVIIIe siècle. Et donc à partir de là, ils ont eu des territoires propres et on les a plus ou moins laissés tranquilles, avec toujours cette horrible particularité, souvent des traités de paix avec les Marrons, comme ça s'est passé en Jamaïque, comme ça s'est passé donc au Suriname et dans d'autres endroits. C'est qu'un des deals avec la puissance coloniale, c'était qu'on n'accueillait plus de nouveaux Marrons. Et voire même, on les renvoyait dans les plantations. Donc le seul groupe qui n'a pas signé de traité de paix avec les Hollandais sont les Aloukou. Et les Aloukou qui, en fait, eux, ont migré progressivement sous la pression des Djuka, parce qu'ils se sont entretués pendant une période, dans ce qu'on appelle maintenant la Guyane française. C'est-à-dire que les Aloukou sont historiquement le peuple Bushinango qui est français, quoi. Donc, qui est la plus d'antécédents sur le territoire guyanais. Donc, l'idée de ce film-là, pour venir à ta question, j'essaye de tout faire un peu en même temps. Donc voilà, là je me rapproche. Donc l'île Portal, c'est la plus grande île fluviale du Maroni, en fait. Et le village de Saint-Jean, qui est l'île Portal, c'est les mêmes familles qui habitent sur l'île et au village. Il y a voilà, vous avez Saint-Laurent juste à côté, vous avez l'île aux lépreux, l'île de la quarantaine, hein, les bien nommés, et l'île Portal. Donc, pour répondre à ta question, ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur Saint-Jean. Et ce travail-là, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, on ne peut pas s'investir dans ce type de film sans un travail de fond sur plusieurs années. Pour plein de raisons différentes, pour des raisons de respect des gens qu'on a en face de soi, pour des raisons de confiance mutuelle qu'il y a à mettre en place, pour des raisons progressivement d'être intégré presque familialement, en fait, à la communauté, ce qui est le cas maintenant pour moi à Saint-Jean, avec certaines familles. Donc, faisant cela, ça permet d'avoir tout d'un coup un village qui se retrouve à travailler en commun sur un sujet qui les porte et qui est extrêmement important pour eux. Et donc, le processus de ce film, ça a été que ça fait donc des années que je fais des ateliers d'éducation à l'image. C'est comme ça que je suis arrivé à Saint-Jean. Et c'est vraiment un coup du hasard de pouvoir avoir réussi de travailler 8 ans d'affilée sur un même village. C'est vraiment parce qu'on a un pôle d'image, le pôle Image Maroni, une association qui s'appelle AVM, Atelier Vidéo Multimédia, qui fait un travail sur l'éducation à l'image monstrueux en Guyane, surtout dans l'Ouest, mais en Guyane entière, mais surtout dans l'Ouest. Et une association de médiation culturelle qui est tenue par une amie maintenant qui s'appelle Chloé Pellissier et qui fait un travail pareil de fond depuis 15 ans. Elle a eu un enfant avec un Djuka, elle parle le Djuka. Moi je parle pas, pour répondre, je parle pas le Djuka, je commence à bien le comprendre, mais je parle pas. Et donc c'est en fait un concours de circonstances qui fait que nous avons réussi sur 8 ans à développer des ateliers d'éducation à l'image sur ce territoire-là. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a réussi à récupérer des subventions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu finalement un projet pilote qu'on a présenté cette année d'ailleurs à la réunion des pôles d'éducation à l'image. C'était à Lille cette année. Et ce qui est intéressant, ce qui me fait toujours rigoler, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été planifié. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure.
s'est vraiment, voilà, qui s'est vraiment ramifié grâce à l'investissement d'acteurs de terrain mais au long terme. Voilà. Et ça n'a pas du tout été planifié par une puissance publique. La seule chose qui vient de la puissance publique, c'est effectivement l'argent qui permet à des associations de vivre, de proposer d'activités, de me payer quand je vais faire des ateliers d'éducation à l'image, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé sur Opotampou, c'est que ça faisait quelque temps que j'entendais parler de l'histoire de l'île Portal, et je leur ai demandé, à certains jeunes avec qui je travaille depuis donc maintenant certains 8 ans, d'autres 4 ans, sur quoi ils voudraient travailler. Et au fur et à mesure, on a commencé à discuter de l'histoire de l'île Portal. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de l'île qui est vraiment, comme vous voyez, en face de chez eux, quoi. Et donc, à partir de là, on a réussi à avoir quelques fonds pour faire une collecte en fait, d'histoire. On allait voir les anciens. On allait voir les anciens donc, sur tous les pourtours. Sur les pourtours de l'île Portal, donc vous avez les campous. Quand je dis campous, c'est les villages, c'est le nom traditionnel pour dire village Bushinagé. Les campous sont ici en fait, les campous Bushinagé. Et donc on a fait le tour des anciens dans ces campous, et on est aussi allé à Bigiston en face. Au Suriname, parce que la notion de frontière là-bas c'est extrêmement relatif. Autant vous dire qu'on passe d'un pays à l'autre sans prendre de visa, et parce que c'est leur territoire et basta quoi. Donc Bigiston qui est au Suriname. Alors Bigiston ça veut dire big stone en fait. Le Djuka comme toutes les langues bushinagé sont des langues créoles à dominante anglaise. Avec pour la particularité du Saramacca d'avoir beaucoup plus de portugais, de mots portugais, environ 36% de portugais en plus, parce que historiquement les Saramacas sont venus des plantations tenues par des juifs brésiliens qui avaient été expulsés du Brésil. Voilà, quand les Portugais, voilà, quand l'Inquisition a expulsé les juifs. Oui. Bon donc Bigiston, ça veut dire grosse pierre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande pierre qui sort de l'eau au niveau de Bigiston, et en fait il y a des roches gravées amérindiennes. Tout ça pour dire que c'est vraiment une zone où se mélangent en fait, plein de strates d'histoire, et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi d'aller les chercher, parce que on invoque automatiquement l'histoire amérindienne, on invoque donc précolombienne, on invoque l'histoire donc des Bushinagé, mais aussi on invoque l'histoire du bagne, qui est une histoire en fait qui est de plus en plus effacée en Guyane, alors qu'elle est vraiment, on va dire, fondatrice du pays, quoi. Elle est même massivement fondatrice de ce pays, hein, parce que Saint-Jean, en fait, qui est maintenant devenu un village Djuka avec un peu d'Alouké, un peu de Pahamaka. Saint-Jean, ça a été créé, c'est un bagne en fait. C'est ce qu'on appelait le bagne de la relégation. Donc voilà, et c'est un bagne qui était vraiment gigantesque. Maintenant, le bagne a été transformé en base militaire, comme par hasard. Et donc là, vous avez donc la base militaire du 3e RIMA. L'infanterie de marine qui est là-bas, qui fait souvent, c'est eux qui font les missions contre leur paillage. Et donc le village s'est constitué avec la base militaire qui était l'ancien bagne. Donc quand vous prenez à Saint-Jean, vous avez des vestiges de bagne, comme sur l'île Portal, vous avez le vestige qu'il y a dans le film de ce vestige. Et donc ce qui était très intéressant en commençant à gratter, oui, parce que juste pour faire finir sur le bagne, il faut savoir que Saint-Laurent-du-Maroni a été commune pénitentiaire jusqu'en 1950. C'est-à-dire que c'était une commune dite française administrée par l'administration pénitentiaire. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très particulier. Et le bagne guyanais, c'était vraiment un archipel. Il y avait en fait plein de petits bagnes partout, avec un bagne central à Saint-Laurent, du Maroni et à Saint-Jean. Voilà. Donc, ce qui était aussi intéressant avec l'histoire de l'île Portal, donc là je vous parlais de l'histoire du bagne, mais il y a aussi l'histoire, en fait, ça recoupait l'histoire de la ruée vers l'or, des rivières vers l'or, et l'histoire aussi de cette question de la romerie est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que l'île Portal a appartenu à la pénitentiaire. Après, elle a été rachetée par comment on dit, les Tanons, qui était une grande famille créole. Guyanaise, qui ont fait fortune dans la vente en détail d'outils pour leur paillage,
D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que les employés d'Étanon étaient installés dans le bagne quand le bagne a été. Les employés qui allaient faire leur pariage au départ après ont été installés dans le bagne quand le bagne a été. Où on a enlevé les bagnards. Et donc, il y a cette romerie, en fait, l'Étanon a installé une romerie, et voilà, et cette romerie a existé sur l'île à ce niveau-là. Donc là, on est à l'endroit où était le propriétaire qui n'est plus sur l'île maintenant, là, enfin le propriétaire actuel, mais la romerie, en fait, est par ici. Donc voilà, on s'est rendu compte au fur et à mesure d'aller voir ces anciens, on avait de plus en plus d'éléments pour construire une histoire, construire un scénario. Donc on a eu à la fois des témoignages d'Amérindiens Kalina et de vieux Djuka. Et à partir de là, on a fait un peu un storytelling sur tout ce qu'on avait récupéré, et on a écrit, sur le scénario que vous avez vu, le film dont vous avez vu, qui est en fait tiré entièrement d'histoire réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul truc. Bon, après, c'est un peu fictionné, bien sûr, mais tout est en fait et vient d'histoire réelle. L'histoire du buffle, par exemple, est une histoire réelle. C'est que, comme il dit à un moment donné, Sheila, qui joue la chef de village, quand la romerie a brûlé dans les années 60, les ébus, c'était pas des buffles, c'était des ébus réellement, mais les ébus ont été abandonnés. Et donc, ils se sont réensauvagés à l'intérieur de l'île. Et en fait, les vieux, quand ils nous racontaient leurs histoires dans les années 60, ils parlaient tout le temps de la peur de se faire charger par les buffles en forêt, enfin par les ébus qui s'étaient réensauvagés en forêt. Donc en fait, voilà, tout ce travail de collecte d'histoires a fait mûrir ce scénario. Et ce qui se passe, c'est que in fine, donc après l'Étanon, l'île a été vendue. C'est dans les années 80 en Guyane, il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle un plan vert. Et en fait, il y a eu énormément de terres de l'État, de la pénitentiaire, qui ont été vendues, mais pour rien du tout. Et c'était à un moment donné, bon, en l'occurrence, ça appartenait au Tanon. Mais là, le propriétaire actuel, qui est toujours le propriétaire, a acheté l'île pour 1 franc symbolique. Donc, voilà. Il a acheté l'île pour 1 franc symbolique. Voilà, enfin, c'est ce qui dit beaucoup sur l'état colonial de la situation guyanaise. Et donc 1 franc symbolique, c'est quand même, vous voyez, c'est un beau bébé, quoi, en termes de taille. Et il a voulu, alors au début, la cohabitation se passait plutôt bien avec les Amérindiens et les Djuka, mais très rapidement, il a voulu développer un projet touristique. Il a voulu développer un Club Med sur l'île Portal. Et à partir de là, il s'est rendu compte, bon, ça sera plus simple si j'arrive à expulser les gens, en fait, qui habitaient sur certaines. Et donc, il a commencé à faire en sorte d'expulser. Il a commencé par les Amérindiens. Et les Amérindiens, les derniers Amérindiens ont quitté l'île en 1988. Parce qu'il a réussi. Bon, il y a eu plein de cofacteurs aussi, parce qu'il y a la guerre civile du Suriname qui a commencé en 86. Les Amérindiens étaient. Je suis obligé de vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la guerre civile de 86, ça commence, c'est, on va dire, les Bushinangés, surtout les Djuka, qui se mettent. En fait, il y a eu des massacres de l'armée de Denis Bouters contre les Djuka de la Kotika, et c'est ça qui a entraîné une grande migration, en fait, des Djuka en Guyane française, et de plusieurs groupes bushinangés. Et ce qui se passait, en fait, Denis Bouters, donc qui était le dictateur à l'époque au Suriname, les massacres ces supplétifs étaient amérindiens, divisés pour mérindiens. C'est-à-dire qu'il avait récupéré les supplétifs de Bouters qui ont perpétré les massacres de la Kotika étaient des Amérindiens. Donc, en partie, enfin, il y avait bien sûr des créoles surinamais, enfin, etc. Mais, et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que la vie, le rapport de vie, le lien entre les Amérindiens et les Bushinangés s'est énormément dégradé à ce moment-là. Et ce qui fait que les Amérindiens de l'île Portal ont aussi été accusés de donner des informations à l'armée surinamaise sur les voyages, sur les traversées que faisaient les Jungle Commandos. Les Jungle Commandos qui étaient, on va dire, l'axe de résistance bushinangé. Et qui, avec comme base, une des bases de retrait était Saint-Jean-du-Maroni, en fait, et l'île Portal. Bon, enfin, voilà, je vous fais rapidement un traversée d'histoire pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel tout ça se fait.
Et donc, bon, in fine, ce propriétaire a réussi à virer donc, les Amérindiens des Kali'na. C'était une île Kali'na, parce qu'à la base, donc, l'île Portal avait un nom Kali'na. Les Kali'na que j'ai rencontrés connaissaient le nom, mais ne savaient plus le sens de l'île. Donc Portal, c'est parce qu'une barge, un jour, une grande barge qui s'appelait Portal, s'était échouée, et donc on l'a nommée île Portal. Et donc, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas réussi, les Bushinagés ne se sont pas du tout laissés faire, et il n'a pas réussi à déloger les Bushinagés. Donc ça a dégénéré, ça allait au coup de feu, ça allait très 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 loin. Et donc le propriétaire a gagné. Évidemment, il avait les papiers, donc il a gagné jusqu'aux plus de autres instances judiciaires françaises. Il a tout gagné. Et donc d'ailleurs, le dossier judiciaire est clos depuis seulement 2018, alors que la problématique foncière a commencé à la fin des années 80. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État maintenant ne veut absolument pas prendre le risque de déloger des Bushinagés parce qu'ils savent que ça va être la merde totale. Et donc, et en même temps, il a réussi à gagner contre l'État qui ne fait pas son travail de déloger les Bushinagés. Donc, et donc, je pense qu'il doit gagner pas mal d'argent avec les astreintes que l'État doit lui verser. Voilà. Bon, et donc voilà, donc pour eux c'était effectivement un sujet qui était extrêmement important à développer et à travailler pour avoir aussi un outil. Hein, c'était l'idée qui leur permette d'avoir une voix en fait et une capacité à pouvoir montrer ce qu'il en est de cette problématique foncière sur cette île. Voilà, j'étais un peu long. Mais... Alors, non. Alors, le Club Med, non. Le Club Med, en fait, le Club Med, il est là. Il est là, le Club Med. Attendez, il faut que je... Non, il n'y a pas de Club Med. Non, il faut que je le retrouve. Ah, il est là, voilà. Non, en fait, les baraquements ont été construits. Ils sont là. Les baraquements ont été construits, mais ils nous ont jamais servi. Parce que la résistance des Bushinagés, en fait, ça a été aussi le concours que la guerre civile du Suriname a fait fuir tout le monde, et aussi que les Bushinagés ne se sont pas laissés faire, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait dégager de l'île. Et non, le Club Med n'a jamais existé. Alors, non, le propriétaire est en France. Le propriétaire. Il a tout. Oui, il fait chier, mais ouais, il a tout quitté, il est en France. Ouais, il est en France. Non. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas demandé l'autorisation pour tourner sur l'île, donc je vais éviter. Parce que vu que c'est un film de fiction qui est financé par le CNC, quand même, il y a et que en soi, si on fait les choses normalement, d'un point de vue juridique, j'aurais été obligé de demander une autorisation de tournage, ce que nous n'avons pas fait. Voilà, je ne vais pas aller le titiller avec ce film. Il va sans doute en entendre parler à un moment donné. Non, oui, il cherche plus. Il a laissé un gardien en fait qui était sur l'île. Alors oui, c'est drôle parce que c'est quand même grand. Hein, donc un gardien sur l'île, et qui est un homme adorable d'ailleurs avec qui on a travaillé et qui est aussi un Juka qui s'appelle Adam et qui est un être incroyable. Mais qui c'est compliqué parce qu'il est gardien de l'île et en même temps il doit faire respecter des choses. Et bon, enfin, c'est un peu ubuesque comme situation. Voilà, c'est. Comme les sous-titres sont en jaune, ça va aller sur Arte ou c'est juste un... Oui, c'est le jaune sous-titre Arte, effectivement, bien vu. Ouais, non, ça va pas aller sur. Je sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est pas. Ça va. Non, c'est plutôt France Télévisions. Là, c'est plutôt prévu pour France Télévisions. Oui. Oui, le long est en préparation, mais pareil, toujours avec cette idée de travailler vraiment avec avec le village, quoi. Parce que bon, clairement, le fait d'avoir... Ce que vous avez vu, par exemple, au début, c'était une cérémonie de don de Pangui, qui est une cérémonie qui marque l'entrée des femmes dans l'âge adulte, on va dire, pour faire court, et avec des types de danses qu'on appelle awasa. Voilà, c'est des danses... la danse est extrêmement importante chez les Bushinagés, et elle est tout le temps. La danse participe beaucoup au rituel, à ce type de rituel, au rituel de veiller, de lever de deuil beaucoup. Et cette danse-là s'appelle de la wassa. Ils ont plusieurs types de danses, mais c'est une danse qui est dansée dans les moments joyeux. Voilà.
Alors, ça c'est non, alors ça c'est un peu compliqué. Non, alors c'est matrilinéaire, mais il y a quand même historiquement une polygynie, c'est-à-dire que historiquement les hommes avaient plusieurs femmes. Mais effectivement, les femmes Bokushinage sont très puissantes et il y avait des modes de régulation aussi pour équilibrer un peu. Il y avait un peu des contre-pouvoirs. Par exemple, ouais. Non, ouais. Et surtout, par exemple, il y a un droit de divorce il y a un droit de divorce dans la tradition Bushinage, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que si ça fonctionne plus, hein? Oui, exactement. Donc il y a cette, il y a cette, il y avait, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple ce droit de divorce traditionnel m'a beaucoup impressionné quand ils ont commencé à m'en parler en fait. Enfin par rapport à nous, enfin, c'est extrêmement avancé en fait. Je trouvais ça très avancé par rapport à nous au divorce tel qu'il a mis tant de temps à se mettre en place dans nos sociétés par exemple. Oui, et puis je pense que c'est dangereux. Enfin, faut faire attention en fait. Faut dire c'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est penser le dit matriarcat qui pour moi n'a pas de sens sur le même modèle que le patriarcat. Le matriarcat n'existe pas en fait. Il y a juste des sociétés où les femmes ont du pouvoir et où il n'y a pas des relations déséquilibrées comme en Occident. Mais parler de matriarcat pour moi c'est marcher sur la tête en fait. C'est Enfin, voilà, c'est quelque chose de très important en fait. Sinon, on alimente le processus actuel là, du masculinisme qui. Enfin, euh, tout à l'heure, il y avait Hélène Awad et Awad, ils pourraient en parler. Hein. Les femmes ont beaucoup de pouvoir en fait dans la société touareg, mais c'est pas un matriarcat non plus. Enfin, c'est. Oui, mais matrilinéaire, c'est pas matriarcat. Il faut arrêter de ces confusions en fait. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, ça se pense pas comme ça en fait. C'est une façon de penser en effet binaire en fait. C'est pas parce que c'est matrilinéaire que c'est un matriarcat. C'est juste que les femmes justement ont un levier de pouvoir supplémentaire pour éviter justement leur disqualification en fait. Et que mais c'est pas un matriarcat. Enfin, moi, je trouve ça super important. Et moi, ce que j'ai vu en Guyane, enfin, je sais que par exemple, enfin, peut-être que vous pourrez témoigner après. C'est intéressant d'avoir une. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, ça part déjà de. La Guyane, c'est particulier en fait, parce qu'on parle de marron, mais il faut aller un peu plus loin. Pour que vous compreniez, quelque part, les Bushinge se sont vraiment construits dans une indocilité radicale, quoi. Et par exemple, rien que le terme Aluku, c'est un terme mais on peut leur dire que les dits Aluku parfois se disent Boni, et quand ils disent Boni, c'est pas anodin en fait, parce qu'ils vont se référer en fait à une figure. Voilà un personnage très important qui était très radical, si les Aluku ou Boni, suivant la façon politiquement dont on se place quelque part presque, ils n'ont pas signé de traité, c'est parce que Boni ne voulait pas de traité, il voulait détruire le système esclavagiste. Il voulait aller jusqu'au bout, en fait, comme Amador à Sao Tomé, comme Zumbi, en fait, au Brésil. Ça fait partie des rares figures qui voulaient détruire, et pas seulement sauver sa communauté, construite dans la forêt, dans le repli, pour pouvoir après attaquer, devenir prédateur vis-à-vis du système de prédation lui-même, de chasse à l'homme, qu'est le système esclavagiste. Donc, il y a aussi, je pense, il faut aussi prendre en compte la façon dont les gens se sont construits en fait. Et si, par exemple, on ne peut pas déloger, les gens de l'État français le savent très bien, les Bushinge comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de problème. Enfin, s'il y a un problème, si on cherche à les déloger, eux, ils vont sortir des obias, et comme Oui, ils ont fait pour... Ça ne se pas faire. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, par exemple, même à Saint-Laurent, c'est que le rapport entre les Bushinage et la police française, les gendarmes, c'est surtout les gendarmes, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment des gens qui se laissent pas faire, en fait, de base. Quoi. Et donc, les policiers en ont même peur, en fait. Oui, je vais continuer parce qu'il y a aussi c'est intéressant par rapport à la carte, à la question de la cartographie.
Par exemple, les Amérindiens en Guyane, une partie d'entre eux, en tout cas, se sont impliqués dans des projets de cartographie, c'est-à-dire de contre-cartographie. Parce qu'il y a des gens qui... il s'agit de retourner le pouvoir des cartes en faveur des communautés subalternes dominées, en fait. On va faire un travail de collecte des mémoires, etc., pour dire exhumer, faire émerger ce qui a été submergé d'une certaine façon, les traces d'habitation ancestrale, de culture, etc., pour montrer en fait l'empreinte, pour remettre en question en fait le blanc des cartes, le blanc qui a été produit par les blancs en fait, qui disent là c'est un espace vierge, il n'a pas été mis en valeur. Donc ça va aussi quand c'est un franc symbolique, quand on donne un territoire pour un franc symbolique, le deal, et ça c'est depuis les débuts de la colonie, c'est que vous devez mettre vous le colon en valeur. Et si on vous donne, c'est parce que les indigènes, ils ne mettent pas en valeur, ils ne travaillent pas la terre, donc la terre ne leur appartient pas. Et c'est la base de la philosophie du droit de propriété. Il faut revenir à John Locke, qui a fait la constitution aussi de Virginie, qui était pro à fond esclavagiste. Donc même la façon dont a été conçu le droit de propriété en Occident, il est complètement lié à la colonie, en particulier esclavagiste. Et donc une terre ne vous appartient que si vous la travaillez. Et comme les indigènes sont paresseux, sont restés à l'état d'enfant, enfin, rien ne leur appartient, terra nullius, donc elle n'appartient à personne, et donc ça légitime l'occupation. Et ça, c'est symptomatique jusqu'à aujourd'hui. Enfin, voilà, on ne va pas prendre en compte la mémoire, l'occupation, l'usage, on va effacer ça. On fait un blanc des cartes, en fait. Et donc, face à ça, les Amérindiens, eux, c'est une stratégie légitime, ils développent des contre-cartographies. Mais moi, j'ai discuté avec des amis, ça fait longtemps que j'y suis allé, hein, et notamment Bonnie, un artiste, bon, je ne vais pas dire son nom comme ça, qui me disait, mais je lui demandais, mais pourquoi vous ne faites pas vous aussi des cartes, enfin, comme les Amérindiens, tout ça. Il me dit, mais cette terre-là, on l'a conquis avec le sang, quoi. On l'a conquis. Et je ne cherche même pas à dire, c'est nos ancêtres il y a 10 000 ans. Non, on l'a conquis. On s'est échappé des plantations, on s'est battu contre les Blancs, on s'est accordé avec les Amérindiens. C'est notre terre. Et s'ils viennent nous chercher des noises, on prend les armes, c'est tout. Donc enfin voilà, c'est juste pour donner un éclairage un peu, bon, c'est un peu rapide, mais juste pour donner l'état d'esprit en fait, qui favorise, enfin voilà, pour expliquer aussi, enfin voilà. Je me suis un peu... Mais ce serait bien d'écouter quelqu'un de Guyane. Voilà. Franchement, ben, je sais pas quoi vous dire. Hein. Cayenne. Ouais. Voilà, j'ai fait l'armée à Saint-Jean aussi. Ah oui, donc tu connais bien. Ouais, je connais bien Saint-Laurent et tout. Oui, je connais partout. Voilà. Mais après, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est très attachés à l'histoire de nos ancêtres. Voilà. Et on ne va pas se défaire de ça. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, franchement, je ne sais pas. Non, pas vraiment. Moi, je suis guyanais, pur guyanais. Je suis né à Cayenne. Je ne suis pas né à Saint-Laurent. J'ai de la famille surinamienne, mais pas plus que ça. Voilà. C'est tout, hein. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Franchement, désolé. Bon, le film, il était bien. Franchement, ça me rappelle des souvenirs aussi. Parce que j'ai beaucoup fait l'armée à Saint-Jean. J'ai fait 8 mois de formation là-bas. J'ai vu un peu les bagnes et tout. Voilà. L'histoire, elle est belle. L'esclavage, tout ça. Comment on s'est révolté. Non, je n'ai pas connu l'île Portal. En fait, j'ai vécu en Guyane aussi, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'étais prof d'anglais, parce que je suis anglaise, dans les écoles. Et j'avais regardé un film, il y avait un festival de films qui s'appelle la FIFAC à Saint-Laurent. Nous avons la directrice, enfin l'ex qui a pris sa retraite il y a... Et franchement, c'était incroyable. C'était ma première semaine en Guyane. Et j'ai vu des films vraiment incroyables. Et j'ai vu un film qui s'appelait Les pépites du fleuve. Et ça parlait des populations bushinengue qui... en fait, le problème scolaire, parce qu'ils ont une éducation française de la métropole. Et ils sont sur les territoires... à Patou, enfin vraiment dans la forêt. Papa Icheton, à Patou, voilà. sur Marais Passoula.
Exactement. Et une fois qu'ils ont fini le primaire, parfois ils doivent aller faire le collège ou le lycée à Cayenne. Et après ça, s'ils veulent faire des études supérieures, c'est la France. Donc en fait, le lien avec leur culture, leurs ancêtres, tout ça, c'est une rupture totale. En fait, ils n'ont pas du tout de lien avec ce qu'ils connaissent parce qu'ils sont obligés de voyager, de partir. Et... Oui, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème aussi pour les communautés amérindiennes, pour les communautés Ouais. bushinangaises. Oui, voilà, Il amérindiennes n'y a aussi. aucune adaptation du système scolaire français à la Exactement. particularité de... Mais même le fait que moi j'étais là-bas et que j'apprenais l'anglais à des élèves qui n'avaient même pas le français comme langue maternelle, c'était un truc incroyable. Je suis arrivée dans les écoles, on m'a dit toutes ces personnes ont redoublé, c'était le premier jour de l'école. Enfin, ça m'a choquée parce que Non, je servais à rien en fait. J'étais juste là parce que moi je faisais mes études, mais en vrai, l'anglais c'était pas la première. La première importance, c'était leur langue maternelle qu'ils devaient apprendre avant. Ah, oui, voilà. Non, Voilà. mais ça, tu touches du doigt un énorme problème. Hein. C'est tout, oui. Ouais. Oui, mais c'est sûr qu'on est sur des programmes encore Ouais. maintenant Ouais. où il n'y a quasiment pas d'histoire guyanaise. Les techos avec qui je travaille, ils apprennent l'histoire de France à Camopi. On est 250 km dans la forêt. Quoi. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en fait, heureusement, après, c'est des initiatives individuelles. Quoi. C'est les professeurs qui vont rajouter plus d'histoire guyanaise. Exactement. Et non, ouais, ça c'est. Mais je le vois, moi, les jeunes avec qui je travaille, certains, ils ont grandi sur le fleuve et les mettre entre crête-murs, assis, pendant 6 heures. Et généralement, ils C'est doivent aller l'enfer dans pour des eux. familles d'accueil qui n'ont rien à voir avec leur culture, parce que Aussi, tu peux être bushinégé, mais aller dans une famille créole ou brésilienne ou amérindienne. Bon, amérindienne, il y a quand même plus un lien, mais c'est vraiment différent pour eux, en fait. Et voilà. Non, c'est très compliqué, effectivement. Vous avez d'autres questions ? Du coup, pourquoi cette fin, si justement l'enjeu c'était parler de leur radicalité? Pourquoi justement il y a cette sorte de paix et de... Je sais pas, mais parce que je crois au dialogue. Sans dialogue, on fait rien. On n'arrive pas à régler les solutions. Ouais. C'est Pas vraiment ça. non, Hein, mais c'est pas grave. C'est un peu... je crois C'est- pas que la colonisation se règle avec le dialogue, mais... Ah ben, moi je pense que si, il faut discuter. Il faut discuter parce que si on reste, si on n'arrive pas à s'entendre, à se comprendre et à comprendre nos différences, en fait on peut pas être en empathie avec l'autre si on n'accepte pas sa différence. Et ça s'appelle du dialogue. Oui, mais c'est pas une question... ça c'est un autre sujet, peut-être on va pas monopoliser, mais je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Non, mais moi j'en profite. Moi je suis un petit peu d'accord avec la réflexion qui vient de. La fin me semble. C'est vrai que je suis pas. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est que je crois pas. Je crois qu'effectivement qu'il y a une nécessité de dialogue. C'est indispensable, comme tu le dis, quoi. Mais par contre, concernant les luttes, moi je viens d'expérience de la lutte contre le SIDA. Ce n'est que dans le rapport de force violent qu'on fait avancer les choses. Oui, mais c'est ça. S'il y a un rapport de force violent dans le film qui fait avancer le fait qu'il y a un dialogue. Là, c'est l'histoire du film. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a les coups de feu. Non, mais dans la mise en scène du film, si tu veux, c'est très trouble. Il y a effectivement, ça se termine avec le flingue qui est dirigé sur le blanc et après il va discuter. Mais c'est très bizarre quand même. Le film et je trouve légèrement peut faire croire qu'il y a une puissance du dialogue qui passe derrière la force et la violence symbolique. Il y a quand même une ambiguïté là-dessus. Il y a le rapport du buffle aussi qui met tout le monde d'accord. C'est un peu l'idée aussi de ce film-là. Ouais. Comment ça s'est passé le travail avec eux? Tu as travaillé avec un dresseur ou... Non, alors, dresseur de buffle, non. Non, c'était 2 jours de filmage sur du buffle pour avoir quelques secondes de bonne direction de regard, de bonne direction de corps. Et après, c'est des effets spéciaux, hein. C'est ce qu'on appelle de la rotoscopie. Alors, la rotoscopie en cinéma, c'est en fait, on détourne image par image, en l'occurrence la bête, pour après l'incruster dans les décors que l'on veut. Et du coup, notamment quand il y a le buffle qui pourchasse
Enfin, celui qui va voulait tuer le... Oui, alors après c'est un travail entre... Oui, c'est du fond vert, c'est un mix entre rotoscopie, fond vert. Je dois avoir des... très rapidement, j'avais mis au cas où ce genre de... Je sais pas si j'ai les... Est-ce que j'ai ces... Non. Non, mais je sais même pas si j'ai les... Non, je sais pas les... Non, effectivement, non, c'est pas du tout du... C'est pas du tout une question de... On n'a pas amené des buffles sur l'île, hein, on les a pas adressés, c'est vraiment de la rotoscopie et du fond vert. C'est du numérique en fait. Des effets spéciaux numériques. Hein? Ces animaux, je les ai filmés dans une ferme. C'est pour ça qu'il y avait des barbelés derrière. Donc l'idée de la rotoscopie, c'est vraiment Enfin, il n'y avait pas que des barbelés, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment... La rotoscopie, c'est ça. C'est détourer image par image ce dont tu as besoin pour le réincruster sur le décor qui t'arrange. Ah, sur l'île, non, il n'y a plus de buffles. Mais après, en Guyane, il y a des buffles, ouais. Ça fait, il y a une agriculture d'élevage. Ah non, ils sont tous morts, ouais. Depuis, ils sont tous morts. Mais les zébus, non, ils ont pas tenu. Non, enfin, non, ils sont tous morts, il n'y en a plus sur l'île. Ouais, bonsoir. J'avais juste une question, j'ai pas très bien compris les ateliers que vous donnez. Du coup, les gens qui ont participé au film au niveau du scénario, de la réalisation, de la caméra, du montage, c'est des gens qui étaient dans ces ateliers ou c'était en dehors? Alors, il y a eu plusieurs projets sociaux qui se sont un peu emmêlés sur le projet, enfin emmêlés dans le bon sens du terme, mais effectivement, il y a un travail long cours sur 8 ans d'ateliers d'éducation à l'image qui font que en fait, des gens se sont détachés et ont été fidélisés, on va dire, sur ces pratiques-là. Parce que l'idée, enfin moi, ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir c'est important pour moi de travailler, mais c'est encore plus important de donner la capacité aux gens de pouvoir produire leurs propres films à partir de leur territoire, en fait. C'est ça qui, à la limite, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus. C'est qu'à un moment donné, et c'est parce que ça en Guyane, ça n'a jamais été fait en fait. Contrairement au Brésil. Après, c'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau de population, etc., etc. Au Brésil, il y a une vraie tradition depuis des années et des années de former dans les communautés amérindiennes des cinéastes. Et effectivement, il y a eu une émergence de cinéastes amérindiens au Brésil extrêmement forts. Voilà. Après, on n'est pas du tout sur le même volume de population, on n'est pas du tout sur les mêmes histoires entre le Brésil et les Amérindiens, les quilombos brésiliens et ce qui s'est passé en Guyane française avec les Bushinangés et les Amérindiens. Mais voilà, mon idée, c'était vraiment à la base d'essayer de donner à la fois les outils de production, les outils aussi intellectuels, la culture, on va dire, cinématographique, et pour qu'ils puissent, in fine, par eux-mêmes, développer des projets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe maintenant depuis 8 ans à Saint-Jean, voire même plus, parce que ça a commencé avant que j'arrive. Et en même temps, donc oui, effectivement, il y a des personnes de ces ateliers-là qui sont venus sur le film en tant qu'acteurs, qui sont venus en tant que stagiaires aussi. Et en même temps, il y a eu un dispositif de formation de jeunes, en fait, qui s'est intégré au film. C'est un dispositif qui s'appelait AOC, Ambition Ouest Compétences, parce que on est dans l'ouest de la Guyane. Et ça nous a permis, en fait, d'avoir une formation au moins 6 mois, avec d'autres jeunes là, qui pour le coup ne venaient pas tous de Saint-Jean mais aussi de Saint-Laurent-du-Maroni et de leur permettre de faire un premier tournage vraiment à niveau professionnel, quoi. Et ce qui est assez beau sur ce projet par exemple, c'est qu'on a 2 personnes qui sont devenues intermittents du spectacle l'année d'après. Ce qui est vraiment unique, c'est-à-dire je pense que c'est les 2 en tant que technicien, c'est sûr que c'est les 2 premiers Bushinangés de Guyane qui sont intermittents du spectacle. Et voilà, en fait, il y a des très très belles réussites dans ce sens. Par exemple, je travaille beaucoup avec des élèves qui sont en décrochage scolaire, enfin dit décrochage scolaire dans le système français. Et par exemple, j'ai des jeunes avec moi qui ont appris à lire et à écrire parce qu'ils voulaient lire des scénarios et écrire des scénarios, en fait. Donc voilà, c'est là où ça devient un outil multifactoriel qui est magnifique pour moi. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais...
J'en profite pour ceux qui sont intéressés en général par le marronnage, parce que le marronnage, comme vous avez pu le comprendre, c'est pas seulement des fuites ponctuelles, ça a pu être la matrice en fait de la naissance de peuples à part entière, comme les Bushinengue, comme les Garifuna en Amérique centrale, comme les Quilombolas au Brésil, comme les Palenqueros en Colombie, etc. Et justement, le 21 novembre, là, il y a, dans le cadre toujours de l'éloge de la submersion, il y aura une séance, une soirée qui s'appelle Tirer d'existence par les cheveux, où on mettra en résonance la projection du film Mangrove School, qui se passe en Guinée-Bissau, à l'époque de la lutte pour la libération contre l'occupation portugaise de Amilcar Cabral, et aussi de sa politique justement liée à l'éducation et à la pédagogie, enfin l'éducation aux écoles, et comment ils ont développé avec son mouvement en fait les écoles dans la mangrove pour ne pas être bombardés, puisque les Portugais détruisaient systématiquement en fait les écoles. D'où le nom qui n'est pas une métaphore, qui est une vraie réalité. En effet, Mangrove School, ils développaient les écoles dans la mangrove. Mais le fait même de vivre, d'agir dans la mangrove, en soi-même, c'est déjà aussi une école. Et donc ce film, qui était d'ailleurs produit par Olivier Marbeuf, réalisatrice Sonia Bass-Borges et Philippa César. Ouais, voilà. Ce film est produit par Olivier Marbeuf, donc, et on mettra ça en résonance avec l'exposition, une forme d'exposition, qui ne se réduit pas à une exposition. Est-ce qu'elle est là d'ailleurs de Laura Quiñones, elle était là tout à l'heure, qui est une artiste colombienne qui a fait un travail autour des coiffures afro-colombiennes qui, à l'époque de l'esclavage, cryptaient en fait des itinéraires de fuite. Voilà. Et donc ce sera l'occasion aussi de revenir sur la variété, l'immense richesse des formes de marronnage et tous les subterfuges qu'ils ont produits. Et ce qui permet aussi d'écrire une histoire de la colonisation qui ne soit pas juste seulement du côté de l'oppression, de l'esclavage, de la victime, mais de montrer aussi comment en fait des formes de vie inédites, des arts ont été produits, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et il y aura aussi Mathieu Nouchet qui sera là. Mathieu Nouchet qui est un des meilleurs spécialistes français de la cartographie et de la contre-cartographie, et qui a fait un atlas critique de la Guyane auquel j'ai participé, auquel des gens comme Taubira ont participé, des chercheurs, des poètes guyanais, etc. C'est-à-dire c'est un atlas critique de la Guyane, mais c'est un contre-atlas qui va à l'encontre de l'esprit habituel de l'atlas et qui montre aussi des enjeux comme celui-là. Comment faire quand comment des luttes, en fait, comment aider des luttes en travaillant sur les mémoires, sur la toponymie, sur un tas de choses, sur les usages, pour faire émerger ça sur d'autres cartes et donner des outils en fait aux communautés pour se défendre de la dépossession, de l'extractivisme, etc. Donc ça c'est le 21 novembre à ZOM. Voilà. Donc j'en profite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo. Je trouve qu'il aurait fallu encore plus de temps pour faire le lien avec tes projets en cours, et parce qu'il y a beaucoup de choses incroyables. Bon, voilà, mais... C'était 1 heure, donc c'est comme ça. Non, en fait, c'était pour revenir sur ce que la personne a dit par rapport à cette fin qui est perturbante aussi, parce que tu fais l'injection de justement ce buffle, donc l'injection du magique, l'injection du non-humain, qui va un peu faire cette médiation entre ces personnes en conflit. Et je trouve qu'à la fois, il y a une forme de beauté symbolique, mais en même temps, est-ce que oui, c'est pas une forme de facilité aussi ? Enfin, je sais pas, ça me pose question. En fait, ça m'a beaucoup posé question, cette histoire de la fin. Et j'ai l'impression que aussi tu nous as raconté le réel, qui est 35 ans de bataille administrative et juridique qui mène en fait au fait
qui sont que même si l'État français a donné raison à ce propriétaire, dans les faits, il s'est barré et les gens continuent d'y vivre. Et en fait, je trouve que cette fin réelle, elle est presque plus belle que l'injection de ce buffle, et que, en fait, le réel met en échec l'administratif français à 12 000 km de là. Et ça, je trouve ça trop beau, en fait, ce que tu as raconté sur... Enfin, c'est une lutte où les gens, ils ont juste pas lâché. Pourtant, toutes les cours de justice ont donné raison à ce propriétaire terrien. Et en fait, il est rentré chez lui, et il a fermé sa gueule, et les gens habitent toujours là. Et quelque part, je me dis, comment montrer... Certes, cinématographiquement, c'est moins sexy, mais ça me pose question. C'est vrai que... et aussi de la responsabilité qu'on a en tant que personne exogène, comme toi, à venir poser une fin sur une histoire comme ça. Bon, après, c'est collectif, comme tu l'as expliqué et tout ça. Mais l'influence qu'on a en tant que personne qui mène ou réalisateur et tout. Et du coup, ce buffle, il est très beau, mais en même temps, il me pose question. Enfin, en tout cas, les gens qui ont intervenu là-dessus et tout, je trouve ça c'était très intéressant. Voilà, je ne voulais pas relancer le débat, je suis désolée. Bon, je laisse répondre Hugo s'il veut. Oui, non, bien sûr que c'est la licence de la fiction. Après, pour moi, ce que je disais, je vais redire ce que j'ai dit, c'est que on a essayé d'être au plus proche de ce qui s'est passé, tout en essayant d'inventer une fin qui permette aussi pour moi parce qu'en fait, in fine, le propriétaire s'est cassé, mais c'est quand même pas fini pour l'instant. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui n'ont pas le droit d'avoir accès à l'eau potable, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des forages chez eux, parce que c'est pas leur terrain, légalement. Ils n'ont pas d'électricité. Enfin, c'est vraiment pas simple. Et en fait, on ne sait pas dans combien de temps ça va être réglé, parce qu'il n'est pas là, mais in fine... et donc, ça oblige... en fait, le poids de l'administration, il est quand même extrêmement puissant, extrêmement fort, et il impacte les vies, quoi. Il impacte les vies. Et... Oui. Mais là, bon, c'était faire un film de fiction en 25 minutes, c'était... c'est voilà. Et après, je reste toujours, moi, dans cette idée où ça reste... effectivement, au bout d'un moment, on a toujours besoin d'un rapport de force. Quand, à un moment donné, on voit bien dans nos sociétés, si on n'arrive pas à mettre en place un rapport de force, on n'arrive pas à être entendu. Mais néanmoins, quand le rapport de force a été établi et que la discussion... Enfin, pour moi, le rapport de force, il est intelligible, intelligent, si derrière... on peut discuter pour transformer ce pourquoi on a eu besoin du rapport de force. Voilà, moi c'est vraiment ma manière de fonctionner. Et je vois qu'il y a tellement... je vois qu'il y a tellement peu de communication entre les communautés en Guyane, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup, quoi. C'est beaucoup en vase clos, et ils habitent à côté, mais ils se connaissent peu, quoi. Que c'était aussi une manière de parler de l'importance d'être en relation avec son altérité, quoi, dans le dialogue. Parce que ça, pour moi, c'est assez dur pour ça, la Guyane aussi. Voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est pas que la Guyane, c'est tous les pays colonisés. Bon, 1000 fois merci Hugo. On pourrait continuer bien plus longtemps tellement c'est passionnant.